Bonjour, bienvenue. Il est 19h10 à Paris et vous regardez France 24 et c'est l'heure du débat. Un débat consacré à la Côte d'Ivoire dont on attend encore le résultat de l'élection présidentielle. À l'heure où nous parlons, un début de polémique a vu le jour sur la question du taux de participation, lequel semble avoir été très contrasté selon les localités, les régions, et vous verrez que ce n'est pas, loin de là, seulement une affaire d'arithmétique. Il serait par ailleurs hypocrite de faire semblant d'ignorer que le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, est le favori de cette élection. Même l'opposition le reconnaît, mais ce n'est que pour mieux dénoncer, vous l'entendrez aussi, le caractère faussé, je cite, de ce scrutin. Bref, le climat n'est pas encore tout à fait apaisé en Côte d'Ivoire, et c'est la raison pour laquelle nous avons réuni autour de cette table, je commence par monsieur Mamadou Touré, qui est membre du directoire du RHDP et l'un des porte-parole de Alassane Ouattara, le président sortant. À ma gauche, monsieur Georges Aka, qui est représentant du Front populaire ivoirien, qui est le parti de Laurent Gbagbo, et vous êtes donc le représentant pour ce parti en France et au Luxembourg, et également représentant de Pascal Affi-N'Guessa, qui était l'un des candidats de cette élection et qui s'opposait à Alassane Ouattara. Ensuite, M. Antoine Glaser, qui est journaliste, africaniste, écrivain, et qui est l'auteur de Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, c'est paru chez Fayard en 2014. Et M. enfin Francis Kpatindé, qui est journaliste, enseignant, africaniste également, et enseignant à Sciences Po. Alors, messieurs, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire ce taux de participation. Si l'on écoute les uns et les autres, si on écoute la commission électorale, il serait autour de 60%. Si l'on écoute des membres de la société civile, il serait autour de 53%. Et si l'on écoute l'opposition, il n'atteindrait pas les 20%. Alors, vous savez qu'en France, quand il y a une manifestation, eh bien, il y a le nombre de manifestants annoncés par ceux qui ont défilé dans la rue, et puis il y a le nombre par la police. Et généralement, en coupant en deux, on a à peu près une idée du nombre de participants. Est-ce qu'il faut faire la même chose en Côte d'Ivoire et donc se dire qu'il y a eu à peu près 40% de participants? Qui veut commencer pour répondre à cette question? Monsieur Touré ou monsieur... Bon, allez-y, monsieur. Allez, monsieur Touré. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas se perdre en conjoncture. Nous avons une commission électorale indépendante qui a fait son travail, qui a la maîtrise donc, du processus. Actuellement, des données sont en train d'être remontées et il faut s'en tenir donc à la communication qui sera faite par la commission électorale indépendante. Je rappelle que cette commission regorge en son sein une partie de l'opposition, dont le parti donc, de M. Georges, et elle fait son travail en toute indépendance. Il est pour nous... il n'est pas juste de spéculer. Vous avez parlé de 20% du taux de participation, mais ces 20% ont été donnés par une certaine opposition qui n'a pas pris part au scrutin, donc qui est totalement disqualifiée pour parler donc de ce processus. La commission électorale hier a dit que le taux de participation tournait autour de 60% en prenant le soin de signifier qu'il fallait attendre les résultats définitifs pour avoir le taux normal. Et donc nous attendons tous ces résultats dans quelques heures. Alors, il faut quand même préciser que si vous tenez ce discours, c'est parce que précisément une élection comme celle-ci, pour légitimer le candidat et le vainqueur, il faut qu'il y ait une participation importante. Donc, vous ne parlez peut-être pas en observateur impartial, d'ailleurs, c'est pas ce qu'on vous demande. Ah non, je parle en observateur, je suis très certainement partisan, mais je dis, aucune loi en Côte d'Ivoire ne mentionne qu'il faut tel niveau de participation pour valider tel ou tel scrutin. Mais ce que nous avons constaté, c'est l'engouement des Ivoiriens autour de ces élections. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur... la non-participation de bon nombre de nos concitoyens, mais tous les observateurs s'accordent à dire que les bureaux de vote ont été pris d'assaut dès le dimanche matin. De nombreux Ivoiriens. Écoutez, on peut aller de localité à localité, mais nous parlons de façon globale. De façon globale, les Ivoiriens sont sortis au-delà des attentes. Monsieur Aka. Oui, moi je pense que la polémique existe effectivement et elle a un auteur. Au lundi, juste après les élections, nous avons vu le président de la CEI annoncer un taux autour de 40% à la télévision. Ensuite, les observateurs africains ont aussi, autour de 12 heures, parlé d'un taux entre 30 et 40%. Et c'est 2 heures après seulement que M. Konesuru, qui d'ailleurs est un proche du candidat sortant, qui est son conseiller représentant du président Alassane Ouattara à la CEI,
a annoncé ce taux de 60% qui ne répond à rien du tout. Et donc, moi-même, je voudrais m'insurger ici contre le fait qu'on attribue ce taux à la CEI. Ce taux, il est attribué à M. Kone Soro, qui, d'ailleurs, a été celui-là qui a pris la responsabilité de faire retirer les tablettes numériques lors du scrutin. Alors, Antoine Glaser, en quoi ce taux de participation est-il important, précisément ? Il est très important. D'abord, il faut quand même rappeler plusieurs choses. La première, c'est qu'à la dernière élection, le taux de participation était 80% ou 83%. Il y avait vraiment un engouement en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un vrai débat politique, bon, qui s'est mal terminé peut-être, mais il y avait une vraie vie politique avec un homme qui avait... C'est pas faire injure à président Afi N'Guessan de dire que Laurent Gbagbo avait plus de charisme et c'était une autre période historique. Mais bon, il y avait quand même, l'ensemble des Ivoiriens s'étaient vraiment mobilisés. Par contre, le même Laurent Gbagbo avait été élu avec même pas 40% en 2000. 35%. 36%. Voilà comment. Enfin, certains disaient 37, 36. Donc, vous voyez que ce que les élections en Afrique en général et en Côte d'Ivoire, vous voyez bien qu'il y a des gens qui boudent les élections et autres. Là, c'est vrai que là, il y a une différence tellement entre le président sortant, Alassane Ouattara, qui a fait toute sa campagne avec un avion privé, qui a des moyens absolument énormes, comparé finalement à une opposition dont, même au Front populaire ivoirien, une partie finalement des partisans de Laurent Gbagbo ont refusé finalement de suivre Afi N'Guessan, donc même dans l'opposition. 3 candidats qui finalement se retirent. Bref, c'est vrai que je ne connais pas le taux de participation. Moi, je suis le petit blanc des bords de Seine, comme d'hab. Mais franchement, on n'est quand même pas dans un engouement populaire dans ce pays pour cette élection extraordinaire. Hein. Alors, Francis Kpatimbe, si on en est là, est-ce que ça veut dire que, dans cette hypothèse d'une participation, disons, satisfaisante, mais pas exubérante, est-ce que ça veut dire que les électeurs ivoiriens ont considéré que la chose était jouée d'avance et que donc il n'y avait pas besoin de se déplacer au bureau de vote? Ou bien est-ce que c'est la manifestation d'une opposition politique ferme à ce que certains ont appelé une mascarade à propos de cette élection? Je cite, je fais des citations. Ouais, je crois que c'est une combinaison des deux. La première chose, c'est que s'il y a débat sur le taux de participation, ça prouve paradoxalement que l'issue du scrutin était connue d'avance. Vous savez, le président sortant, donc le président Ouattara, fait campagne depuis plus d'1 an, même si c'est sous le couvert d'inauguration, en utilisant les moyens de l'État. Et Antoine le disait tout à l'heure, il a quand même des moyens colossaux que les autres n'avaient pas. Et en face de lui, il n'y avait pas d'adversaire de la taille d'un Laurent Gbagbo ou ceux qui auraient pu peut-être jouer quelque chose. Parce que je suis désolé, mais Pascal Afi N'Guessan, il s'est fait avoir dans cette histoire-là. Et il s'est fait totalement avoir, il s'est fait rouler dans la farine. Et l'enfarineur, ce n'est plus Laurent Gbagbo, mais c'est Ouattara cette fois-ci. Mais je ne peux pas accepter ce qui a été dit sur les moyens du président Ouattara. Le président de la République n'a jamais utilisé les moyens de l'État pour faire campagne. La campagne ouvre officiellement en Côte d'Ivoire 2 semaines avant le scrutin. Il y a eu des visites d'État qui respectent le caractère de visite d'État. Vous ne pouvez pas venir ici dire sans preuve que ces visites d'État étaient l'occasion de faire campagne. Et j'attends. Mais moi, je soutiens. Ensuite, on va y venir. Ensuite, je vais poursuivre. Nous avons une élection présidentielle. Nous sommes d'accord que le président Ouattara était bien évidemment le favori de cette élection. Mais on ne peut pas ignorer ce que vous avez dit, qu'en face, vous aviez des candidats, pour certains, peu crédibles, ou bien... Je n'ai pas dit ça. Non, je lui dis, nous avions des candidats peu crédibles, et on est tous d'accord là-dessus, et nous avions aussi un Afi N'Guessan qui doit faire face à une opposition en interne. Que cette situation ait pu faire croire à certains Ivoiriens que, le scrutin est joué d'avance et que, Ouattara a gagné, donc il ne faut pas se déplacer pour aller à ces élections, c'était le véritable enjeu. Mais ce que nous avons constaté, c'est que bon nombre d'Ivoiriens se sont déplacés, et certains des observateurs l'ont dit. Maintenant, parler de 53% ou de 60%, ça a une marge de 7%, nous attendons le résultat définitif qui sera donné par la Commission électorale indépendante. Et ce n'est pas juste de dire que Kone Soro s'est levé
pour aller annoncer des choses. Kone Sourou est commissaire au sein de la commission électorale indépendante. Ainsi que le député Tra, ainsi que Dr Blé, Kone Sourou parle au nom de la commission électorale indépendante. Il n'est pas le porte-parole de la commission indépendante, donc il n'a pas... Attendez, s'il vous plaît, quand vous parlez de personnages... Ce qu'il a dit n'est pas partagé par quand vous l'ensemble des parlez de commissaires. personnages, précisez bien leur fonction. Alors, de grâce. Mais M. Pour ceux qui ne sont pas Il familiers. est vice-président à la CEI, et il est commissaire. Vice-président, par exemple, de la commission électorale indépendante. Voilà. M. Sourou est celui qui, au nom de la commission électorale indépendante, a annoncé que le taux de participation pourrait avoisiner les 60%, mais en prenant le soin de dire qu'il fallait attendre les résultats définitifs. Vous ne pouvez venir dire ici que ce monsieur a parlé en son nom, d'autant plus qu'il n'a pas été contredit par la commission électorale dont fait partie le représentant du pays. Alors, je voudrais confirmer et insister sur ce fait-là. M. Kone Sourou a donné un taux sous sa propre responsabilité. Sa propre responsabilité. Parce que nos commissaires à la CEI ne se reconnaissent pas dans ce taux. Et d'ailleurs, c'est un cafouillage aujourd'hui. Il y a blocage. Parce que sinon, s'il n'y avait pas de blocage, on aurait eu le taux. Depuis, la CEI aurait donné les résultats. Nous sommes à 3 jours, des élections. Vous me connaissez. Je vous ai laissé parler. Nous sommes à 3 jours des élections. Nous n'avons aucun taux fiable. Donc, c'est qu'il y a problème. M. Sourou n'a pas eu raison de le dire. Je voudrais aussi apporter un élément sur l'abstention. Il y avait 3 facteurs. Il y avait la peur suite au traumatisme de 2010, parce que les Ivoiriens qui ont voté le président Laurent Gbagbo ont subi pour certains, il y a eu un bain de sang, il y a eu des génocides à Boutchoukou, etc. Donc, il y a eu la peur. Les gens sont partis de la Côte d'Ivoire à la veille des élections. Vous prononcez un mot quand même grave, des génocides. Oui, mais à Dioukoué, il y a eu 1000 morts en une journée. Oui, mais on ne peut pas qualifier ça de génocide. Moi, je pense que c'est un génocide, parce qu'on ne peut pas massacrer 1000 personnes en une journée et que ça reste impuni. C'est important, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est un génocide pour autant. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est le découragement. Comme vous l'avez dit, il y a certains qui ont pensé que ces élections étaient pipées d'avance et donc ça ne servait à rien d'y participer, etc. Et puis ensuite, on peut inclure le mot d'ordre du boycott. Du boycott, ouais. Bon, mais avec ces éléments... C'est un débat totalement surréaliste. Attendez, laissez terminer M. Aka. Avec ces éléments, nous pensons que les Ivoiriens, on l'a observé, dans même RFI a fait le tour de la plupart des bureaux de vote à l'intérieur, à Daloa, à Yopougon, à Koumassi, etc. Et ils ont observé, à la suite des observateurs, qu'il n'y a pas eu d'engouement. Donc, le taux ne peut pas être à 60%, alors que les Ivoiriens ne sont pas... C'est totalement surréaliste. Que nous Monsieur Touré et ensuite M. Glaser. En train de discuter d'un taux de participation à l'élection présidentielle, qui d'ailleurs sera connu dans quelques heures. Et donc nous mettre. C'est vrai que le temps est long quand même. Le temps n'est pas long. La loi donne 5 jours à la commission électorale indépendante pour faire son travail. Cette commission électorale. Monsieur Aka, s'il vous plaît. Cette commission électorale a commencé à annoncer les résultats région après région. Il y aura une consolidation de l'ensemble de ces résultats. Mais ce que je veux dire, monsieur, c'est que nous sommes là aujourd'hui en train de discuter d'un taux de participation, ce qui peut être légitime, en rapport avec une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où quand même, depuis 20 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas connu d'élection sans violence. Depuis 1980, mais ça, vous le devez au FPI qui a voulu bien participer à ces élections pour vous permettre justement aux Ivoiriens de sortir de cette hantise. Et ça, nous avons milité pour une élection apaisée. Donc ce n'est pas ce que je veux dire. Ça, vous pouvez le reconnaître, monsieur Touré. Non. Voilà. Ce n'est pas la reconnaître. C'est nous qui avons milité. C'est une avancée démocratique. Ce que je reconnais, c'est que depuis 1995, toutes les élections en Côte d'Ivoire ont été émaillées donc de violence. Nous avons la première élection en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Ni violence, dans le calme, dans la paix, et c'est ce qui est important pour la conservation de la démocratie. Maintenant que le FPI, dont une partie des membres appelés au boycott veulent s'attribuer la paternité d'un tel climat, je dis non. D'abord, il y a eu des mesures sécuritaires qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu des messages visant donc à aller dans le sens d'une élection apaisée. Il y a eu une mobilisation de la société civile et des partis politiques parce que les Ivoiriens ne voulaient plus vivre le traumatisme imposé par le FPI en 2010. Ok. Antoine Glaser, qu'est-ce que vous inspire cette joute on ne va pas discuter, en plus, c'est pas moi qui vais dire de sortir le taux de participation. En plus, on va le connaître assez rapidement, mais effectivement, le fait qu'on discute uniquement de ce taux de participation montre qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. La messe est dite. C'est aussi ça le problème.
comme lui disait Francis, c'est vrai, c'est pas les moyens de l'État, effectivement, de M. Alassane Ouattara. C'est vrai que son avion était privé, mais entre un président sortant, vous le reconnaîtrez, qui peut se balader avec un avion privé sans se fatiguer et faire toutes les villes du pays, par rapport à une opposition dont les comptes sont gérés. Oui, mais c'est la responsabilité de l'opposition. C'est une opposition divisée qui n'a pas réussi à s'entendre avec trois qui à la dernière minute ou quasiment disant bah nous on va pas au match. Je veux dire, où est le match? Oui, mais Antoine, si vous le permettez, vous savez déjà qu'en 2010, M. Ouattara était dans l'opposition lorsqu'il avait un avion privé pour faire campagne. Donc, ceci n'a rien d'extraordinaire par rapport à sa situation. Dans l'opposition, il a fait... en 2010, aux ans d'aujourd'hui... Vous n'allez pas reprocher à Ouattara la situation de ses opposants. Il revenait à ses... Alors, M. Ouattara détient encore les comptes gelés de ses opposants. Comment voulez-vous que cela dispose de leurs moyens pour pouvoir... Si, on n'a pas de comptes gelés. Si, il a ce compte gelé. Alors, messieurs, la plupart de nos je vais vous séparer par une question à contre-pied qui va vous paraître peut-être farfelue. Imaginons simplement que le temps qui est quand même long entre la fin du scrutin et la proclamation des résultats soit dû au fait que le score de M. Ouattara soit un score tellement fleuve qu'il serait gênant pour M. Ouattara lui-même d'apparaître comme quelqu'un qui recueille un score nord-coréen ou soviétique. Écoutez, ceci n'est pas notre préoccupation. Ce qui est important, c'est d'avoir un processus transparent, monsieur. Ce qui est important, c'est un processus transparent qui reflète le choix des Ivoiriens dans les urnes. Maintenant, nous n'avons pas vocation à nous immiscer dans un processus. La CEI a 5 jours francs pour donner les résultats et les transmettre au Conseil constitutionnel. La Côte d'Ivoire a quand même un processus où vous avez des consolidations de résultats à partir des localités, non, à partir des bureaux de vote, ensuite des localités au niveau régional et ensuite au niveau central. Ce processus est en train de se faire. Je vous dis qu'actuellement où nous parlons, à Abidjan, l'annonce des résultats a commencé région par région. Donc, il faut attendre, c'est dans quelques heures, il faut attendre au bout de ce processus. Alors, je pense que le processus, ce qui nous a motivés justement pour nous engager dans ces élections, c'est 2 choses. La première chose, c'est de montrer aux Ivoiriens que nous pouvons aller à des élections sans effusion de sang, donc permettre aux Ivoiriens de sortir de ce traumatisme et normaliser la situation donc, pour la reconstruction. Et la deuxième chose, c'est parce que nous avons eu les garanties de la CEI par rapport aux tablettes numériques qui permettaient d'éviter les doublons. Et là, il y a eu des problèmes avec ces tablettes numériques. En fait, M. Sourou connaît, à travers un SMS, a demandé au commissaire de retirer ces tablettes parce que... Donc vous êtes en train de dire que le pouvoir a demandé, après l'avoir accordé, de retirer pendant le processus des tablettes biométriques. Et il y a eu des localités qui n'ont même pas reçu la tablette. Moi, j'étais à Paris et j'étais outré de découvrir que des assesseurs découvraient la tablette en même temps que moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à utiliser le matériel. C'est comment est-ce qu'on peut garantir la question la transparence de la tablette, si vous permettez, et donc, on retire la tablette, doivent comprendre. qui est une garantie pour nous de transparence, bien entendu, on doit... Mais la garantie de transparence, vous l'aviez en ayant un représentant dans chaque bureau de vote. Mais non, mais la garantie de transparence, le représentant dans le bureau de vote n'est pas la garantie de transparence. Alors, puisque le processus manuel, le processus manuel, c'est justement parce que dans les élections passées, nous avions des représentants, mais c'était un processus manuel dans lequel il y a eu toujours fraude. Donc, nous avions exigé cette tablette biométrique pour faire éviter les doublons et les votes de personnes, on va dire, fictives. Et malheureusement, en plein processus, on reçoit des instructions. Moi, le président de la CEI locale à Paris m'informe qu'il y a une note qui va venir et qu'on doit retirer les tablettes en plein processus. Moi, bon, alors, sur ce point... Jusqu'à présent, la note n'est pas encore sortie. Pour réagir, pour que vos éditeurs comprennent très bien. D'abord, ce monsieur n'est pas honnête. Parce que le processus... Là, vous y alliez fort. Non, mais je vais très fort. Et ce que je dis est sincère, et vous comprendrez pourquoi. Le processus avec la tablette était un élément supplémentaire pour sécuriser ces élections. À partir de la carte d'électeur, à partir de la liste électorale, on a dit que la carte d'électeur n'était pas indispensable. Elle n'était pas indispensable. Il y a eu la carte d'identité. À partir de la carte d'électeur, à partir de la liste électorale et à partir de la pièce nationale d'identité, à partir du moment où vous arrivez à faire la preuve de votre identité sur la liste électorale, devant la vérification de tous les représentants, vous avez la possibilité de voter. La tablette était un moyen supplémentaire.
Pourquoi je dis qu'il n'est pas honnête? J'étais avec lui le jour du vote ici à Paris. Oui. Et il sait que sur près d'une vingtaine de bureaux de vote ici à Paris, il y a un seul bureau de vote où la tablette n'a pas fonctionné. Laissez terminer, Il y a monsieur Thomas. un seul bureau de vote où la tablette techniquement déconnaît. Et il a été demandé que dans ce bureau de vote, à partir du moment où les personnes pouvaient faire la preuve donc, de leur identité, de leur carte d'électeur, que ces personnes puissent voter en respectant les procédures de transparence. Bon, attendez, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question à M. Kpatinde. Oui. C'est une affaire de tablette. Oui, parce qu'on ne va pas rester sur la tablette indéfiniment. Moi, je voudrais vous demander, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Antoine Glaser, qui disait en 2010 il y avait un véritable enjeu politique, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire un distinguo politique, je dirais idéologique, même au bon sens du terme, entre le pouvoir actuel et l'opposition? Est-ce que, par exemple, c'est le libéralisme de M. Ouattara qui fait qu'il y a une opposition qui serait plutôt socialisante? Est-ce qu'on peut faire des distinctions de ce type-là ou pas du tout? Oh, pas du tout. Ça, il y a cette ténus qui sépare les différents acteurs aujourd'hui. C'est des lignées plutôt traditionnelles, de famille. C'est plutôt parce que, en fait, M. Ouattara, donc, il est président sortant, il part en force, il a tous les attributs, tous les moyens de l'État, je persiste, je signe. Également, il a désigné certains de ses adversaires. Enfin, il a tout fait pour que ce soit ces adversaires-là et pas d'autres. Ah bon, comment ça? Absolument. Comment ça? Comment il a réussi? Par exemple, le cas il y avait un déchirement au FPI, au Front Populaire Ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo. Il a tout fait pour que ce soit Afin Guessan. J'ai du respect pour son représentant est là et il pourra confirmer ou pas cette information. Son représentant est là. J'ai du respect pour Afin Guessan. Continue, s'il vous plaît. Et donc, voilà, et il a choisi, il a préféré que ce soit là. Et les tribunaux qui sont quand même, quoi qu'on dise encore en Côte d'Ivoire, sont aux ordres, ont abondé dans ce sens-là. Il faut le dire. M. Ouattara est parti aux élections. Moi, j'espère qu'il n'aura pas un score nord-coréen, parce que ce serait dommageable pour la démocratie en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va avoir un score quand même raisonnable. Parce que, il est parti pratiquement sans adversaire réel, il faut le dire. Et il est parti avec la grande famille des oufouettistes, parce qu'il n'est pas parti seulement sous la bannière du RDR, mais avec le PDCI, parce que, voilà. Donc le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Arrivé pour un taux de participation qui n'est pas fameux. Alors, déjà, c'est une insulte. Déjà, c'est une insulte que vous faites à Afin Guessan, dont le représentant est là. Ce n'est pas à toi de défendre Afin sur ce plateau. Monsieur. Voilà, j'ai la parole encore. Alors, donc, je voudrais dire à Touré que c'est bien dommage que, pour une discussion de ce type, il soit si véhément à mon égard. C'est le caractère même du RDR, de ces militants qui sont très violents dans ce qu'ils font, dans leurs propos, etc. Ça marche plus. J'ai dit que vous n'êtes pas honnête et vous savez que ce n'est pas honnête. C'est pas très grave. Il me dit que je ne suis pas honnête, je l'accepte, mais je comprends la personnalité. Ce que je voulais dire, c'est que concernant les tablettes comme il... Non, vous avez été choisi ou pas par Alassane Ouattara? Je voudrais revenir là-dessus. Est-ce qu'Afin Guessan est un candidat qui a été choisi par Alassane? Non, mais je voudrais... Je le prendrai, mais rapidement, très rapidement. Oui, rapidement, parce que les tablettes, là, on a suffisamment insisté dessus. Ils ont voulu retirer les tablettes et il a voulu bloquer tout le processus. Et nous avons... Mais quelle est la marque de la tablette? C'est ça qui est important. Oui. Et après, maintenant, concernant ce qu'il a dit, je pense qu'il mène un débat. Il mène un débat concernant la crise interne du parti, c'est-à-dire que Afi va accompagner Ouattara, etc. C'est parce que... oui, mais attendez, la question que j'ai posée à M. Kpatinde et à laquelle je voudrais que vous répondiez aussi, c'est en quoi vous différenciez-vous, si ce n'est sur des affaires de personnes, du parti au pouvoir ou du rassemblement au pouvoir? Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme alternative politique? Nous avons un programme différent. Un programme de société différent. C'est-à-dire que depuis 2000, nous avions un programme qui s'appelle la refondation. Et nous avions proposé des mesures sociales, comme l'assurance maladie universelle. Nous avons proposé l'école gratuite et obligatoire. Nous avions proposé les accès gratuits à l'université, etc. Et puis, les emplois, la baisse du chômage à travers, si vous voulez, la professionnalisation du secteur informel. Donc, nous avions des mesures qui sont... Ce que vous appelez le secteur informel, c'est-à-dire? Bon, alors, je vous informe qu'en Côte d'Ivoire, si vous prenez 1000 secteurs de métiers, il y en a 1000 qui sont formels, qui sont immatriculés
au registre du commerce et il y en a 900 qui sont inconnus dans les fichiers. Donc, des gens qui travaillent, qui ont des revenus, mais qui ne sont pas reconnus dans les fichiers, qui ne sont pas identifiés. Donc, nous voulons professionnaliser ce secteur-là, de sorte à ce que, si vous êtes cordonnier, votre métier soit immatriculé, qu'on puisse vous identifier comme un travailleur, un actif, et que vous ne venez pas gonfler le chiffre du chômage. Et alors, ça c'est exactement... Est-ce que c'est l'inverse du programme d'Alassane Ouattara? C'est qui a fait la différence entre le président Alassane Ouattara et ses adversaires, contrairement à ce que monsieur dit, c'est son bilan. Au-delà des projets que tout le monde peut avoir, c'est son bilan. Avec Alassane Ouattara, nous avons une Afrique qui gagne. Je peux vous dire quelques chiffres. Un taux de croissance de 9% par an, taux de croissance inclusif qui a permis d'accroître notre capacité en électrification en milieu rural. Nous avons construit des centaines de collèges, nous avons réhabilité et construit des universités, nous avons construit par exemple 2188 écoles. Et ce sont ces actions de développement qui sont visibles et qui sont concrètes qui ont amené les citoyens à se mobiliser autour d'Alassane Ouattara. Par contre, je ne peux pas accepter ce que monsieur... J'ai beaucoup de respect pour vous parce que je vous suis souvent, mais je trouve vos analyses assez superficielles. On ne peut pas tout de go se mettre à dire que Alassane Ouattara aurait choisi, se serait arrangé une opposition, aurait choisi Afin Guessan comme candidat. Le FPI, là. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à ma connaissance, nous n'avons même pas vocation. Alassane Ouattara était préoccupé à gérer la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara était préoccupé à consolider l'alliance au nom du RHDP. Ce que vous ne dites pas à tout le monde, c'est que nous avons une alliance forte parce qu'en 2010, nous avions 3 personnalités. Au premier tour, Gbagbo qui a eu 38%, Alassane Ouattara 32% et le président Rikona Bédié qui a eu 25%. Et l'une des lectures que vous devez faire de cette élection, c'est que devant un FPI totalement déchiqueté aujourd'hui, vous avez une alliance RHDP qui représente potentiellement 70% de l'électorat ivoirien. Donc vous précisez, c'est le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, PDCI et RDR, qui est une alliance qui s'est consolidée, qui déjà au premier tour de l'élection présidentielle en 2010 représentait un potentiel de 60%, et aujourd'hui on retrouve ce potentiel. Alors avant que M. Aka nous dise pourquoi il riait à l'instant, je voudrais qu'on regarde ensemble un petit sujet qui traite précisément de ce qu'est aujourd'hui l'économie ivoirienne, avec ses défauts, ses qualités, ses inconvénients et ses avantages. Faire avancer la Côte d'Ivoire, c'est cela que revendique Alassane Ouattara. Son faire-valoir, la bonne santé de l'économie ivoirienne. Il faut dire qu'il en connaît un rayon, lui, l'ancien économiste du FMI et de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Depuis 4 ans, le pays enregistre des taux de croissance records, 10,7% en 2012, 9,2% en 2013. Cette année, les économistes tablent sur 9,5%. Beaucoup de choses ont été faites. Les fondamentaux ont été remis sur pied. La Côte d'Ivoire, moi je pense, est en train d'aller de l'avant. Il y a une embellie politique et économique qui ne dit pas son nom. Un indice porté notamment par le secteur agricole. Le pays exporte noix de cajou, ananas, coton, huile de palme, bananes et mangue. Il est surtout le numéro 1 mondial du cacao. Son cours a augmenté de 25% en 2 ans. Aujourd'hui, le pays produit plus d'un tiers des récoltes mondiales. Autre indicateur d'une Côte d'Ivoire forte, la construction. Alassane Ouattara a transformé le pays à coups de grands travaux, routes, maisons et ponts, au détriment de certains quartiers, réduits à néant. Là, c'est pas normal. On est dans un État, on est dans un gouvernement qui est un gouvernement de droit. Et comment ça fait-il qu'on peut nous jeter dans la rue? Si la croissance économique est au rendez-vous, les inégalités, elles, se creusent, surtout entre la capitale et le reste du pays. Près d'1 habitant sur 2 est considéré comme pauvre. Voilà, alors avant que M. Touré ne parle de l'économie ivoirienne, M. Aka était hilar tout à l'heure. Pourquoi? Oui, parce que je riais, parce que le bilan qu'il donnait me semblait surréaliste et ne reflétait pas la réalité des... Vous êtes d'accord avec le bilan qu'on vient d'entendre? Oui, ce sont des chiffres économiques que je vais commenter tout à l'heure. Mais je voulais dire qu'il parlait de réalisation de M. Ouattara. D'abord, il faut le reconnaître, et lui-même il est là, il va le dire. M. Ouattara n'a jamais mis dans son programme de société de 2010 la construction de ponts. Donc, si pourtant, il l'a fait. Pourtant, il l'a fait. Donc, allez-y comprendre que ce n'est pas un programme qu'il avait prévu. Donc, je vous explique.
Ça peut arriver qu'on Oui. change son fusil Non, d'épaule en non, cours en de 5 ans, mandat. en 5 ans, on ne peut pas on peut pas concevoir, financer et construire un pont de la dimension du 3e pont, etc. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire par Ce là? que je Il veux fallait dire, pas c'est le que ce sont faire? des projets qui existent depuis longtemps. Pour certains conçus sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, Ah, voilà. et dont les financements avaient été déjà trouvés, et par un concours de circonstances, vu que 2010 c'est mal achevé, M. Ouattara les a trouvés, et il les a juste supervisés. Parce que même la maîtrise d'œuvre avait été déjà choisie, pour certains. Bon, donc M. Ouattara n'avait pas ces ponts-là dans son bilan. Il parle de l'université réhabilitée, etc. Il a dépensé des milliards pour réhabiliter des universités qui finalement se trouvent être vides de bibliothèques, de livres, de tables, rien du tout. Et donc il a utilisé ces milliards-là, pourquoi? Pour de la peinture. Autre chose, il parle de bonne gouvernance économique, mais on a tous entendu ici, ça a été écrit dans Libération et dans les journaux français, M. Ouattara a passé la plupart de ces marchés gré à gré. Ce qui est contraire aux règles de bonne gouvernance. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et autre chose. Attendez, Lui, il est conseiller chargé de la jeunesse. Je voudrais entendre... Je vais terminer juste. Il est conseiller chargé de la jeunesse. Et alors qu'on sait que la pyramide ivoirienne a une base très large, donc la jeunesse ivoirienne constitue la majorité de la population. Lui, en tant que conseiller auprès du chef de l'État, M. Ouattara, quelles sont les mesures qu'il a proposé, puisqu'on parle de bilan, et qui ont été appliquées pour la jeunesse ivoirienne. On va y venir, mais je voudrais entendre Antoine Glaser sur ce point, sur la question de savoir, au fond, comment on caractérise la politique d'Alassane Ouattara. Est-ce que c'est une politique libérale, c'est-à-dire qui, finalement, ne se soucie pas d'une répartition équitable, ou bien c'est une politique qui essaye de faire marcher la croissance à tout prix, et qui, en ce sens, n'est pas complètement dénuée de sens? C'est avant tout une politique libérale. En même temps, c'est vrai qu'Alassane Ouattara, pour moi, évidemment, compte tenu de mon ancienneté, il reste toujours quand même l'homme du FMI et de la Banque mondiale. Il reste vraiment un économiste et autres, brillant. Il reste le Premier ministre qui a été sous le président Houphouët-Boigny. C'est vrai qu'au cours de cette campagne, il s'est un peu plus politisé. Mais quand on voit son principal partenaire, Henri Konan Bédier, qui dit lui-même que la réconciliation nationale est stagnante, comme j'ai vu dans une des interviews, on voit bien que le problème... Moi-même, j'étais au mois d'avril, en tant que journaliste, j'ai été voir l'investiture d'Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Très franchement, il n'y avait pas d'engouement africain, il n'y avait pas vraiment d'engouement populaire. Donc moi, je pense qu'il réussit sur le plan économique. Je pense qu'il y a toujours un problème, comme dans beaucoup de pays africains, entre l'urbanisation, parce que comme on dit à Abidjan, on ne mange pas le pont, on ne mange pas le bitume, on ne mange pas les routes. Donc il y a un vrai problème sur ce plan-là. Heureusement qu'il y a le secteur informel. Quand vous baladez, vous allez à Abobo, vous vous dites qu'il y a 1 million d'habitants et ça fonctionne quand même. Heureusement qu'à l'informel avec les solidarités. Vous pensez qu'il y a plus d'habitants là que dans tout le Gabon. C'est quand même impressionnant. Et en même temps, c'est vrai que ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a les gens. C'est vrai qu'à Abidjan, c'est apaisé. Les chauffeurs de taxi disent qu'ils ne se font plus racketter ou moins qu'avant. Enfin, il y a quand même, c'est un pays en mouvement, c'est un pays sur le plan économique qui fonctionne. On ne peut pas dire le contraire. Mais franchement, évidemment, quand vous êtes candidat et que vous annoncez à quelques jours des élections que vous passez le kilo de cacao à 1000 francs CFA, franchement... Ça rafle la mise. C'est le bingo. Je veux dire, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre. Ils veulent dans un pays où les gens sont extrêmement pauvres. C'est la survie. Et quand vous avez, pour les élections, vous démarrez, c'est Alassane Ouattara qui arrive en premier, etc. Les gens, ils votent pour le premier, ils votent pour Alassane. C'est Alassane qui, en ce moment, voilà, il n'y en a pas deux. S'il faut qu'en face, il n'y a pas de problème. L'Afrique, il n'y a pas de contre-pouvoir dans les élections. Et là, honnêtement, on ne sent pas les contre-pouvoirs. Donc, on ne va pas critiquer le bilan économique parce que je suis d'accord. Il a remis le pays en marche. Les mecs, ils ont intérêt à arriver à 7 heures au bureau. Sinon, ça va mal. Il a assaini aussi au niveau des fonctionnaires qui touchaient des salaires, etc., alors qu'ils ne venaient pas au boulot. Mais globalement, le problème, c'est vraiment la réconciliation nationale dans ce pays. D'ailleurs, on le voit bien. Alors justement, à propos de réconciliation nationale... avant de parler de réconciliation... Tout à l'heure, vous étiez sur les questions économiques et M. Georges a quand même donné des éléments. Vous me permettez de répondre. Alors, allez-y. Je ne peux pas accepter qu'on dise que le bilan économique de Ouattara ne profite pas aux Ivoiriens ou c'était... D'abord, le plan directeur d'Abidjan a été fait dans les années 70. Donc, vous devez savoir que le pont, le 3e pont, et le 4e pont et le 5e
5e pont était déjà prévu dans le plan directeur d'Abidjan dans les années 70. Donc, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Deuxièmement, les actions économiques menées par M. Ouattara avec l'augmentation des richesses ont permis des mesures ou ont permis d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Vous prenez le secteur de l'agriculture. Est-ce que vous savez que l'année dernière, par exemple, ce sont près de 5 000 milliards de francs CFA qui ont été redistribués aux paysans après la réforme du Conseil Café Cacao qui garantit aujourd'hui un prix aux planteurs. Deuxièmement, les fonctionnaires. Vous savez avec moi que depuis 30 ans, les salaires des fonctionnaires étaient bloqués au niveau de la fonction publique. M. Ouattara, justement, à partir des richesses engagées avec notre économie, a pu débloquer le salaire des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui sont passés d'un salaire qui part du simple au double. Une augmentation moyenne de 12% du salaire des fonctionnaires. Donc, autant de mesures qui ont été prises grâce à l'embellie économique que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'elles sont équitablement réparties? Parce que c'est ça la question. Alors, elles sont équitablement réparties parce que lorsque vous prenez les statistiques validées par la Banque mondiale, validées par le FMI et autres, le taux de pauvreté dans notre pays, cher monsieur, est passé de 51% au lendemain de la crise post-électorale à 46%. Et ces études montrent qu'en milieu rural, où la pauvreté était beaucoup plus élevée, nous constatons une diminution du taux de pauvreté en milieu rural, ce qui peut s'expliquer par, comme je l'ai dit, les prix garantis aux paysans, l'augmentation de leurs revenus, et donc autant de disparités qui sont en train de disparaître. Et nous ambitionnons, M. Ouattara ambitionne, d'ici 2020, réduire la pauvreté et le ramener à 25% de son taux. Francis Ouakindé, la fracture nationale, parce qu'Antoine Glaser parlait du primat de la réconciliation nationale, de l'importance. La fracture nationale dont nos deux débatteurs, d'une certaine manière, sont l'illustration, elle tient aujourd'hui à quoi encore? Est-ce que c'est le ressassage du passé ou bien est-ce qu'il y a des motifs nouveaux de fracture? Je pense que le passé, parce que c'est un passé récent, il y a 5 ans, donc toutes les peines n'ont pas été passées, qui n'est pas encore passé. Donc celui qui avait été chargé de la réconciliation nationale, et tout, l'institution n'a pas fonctionné. Donc les plaies sont encore vivaces. Il y a aussi le fait que M. Ouattara, je donne l'impression peut-être d'insister, M. a sanctionné un camp au détriment de l'autre. Son propre camp n'a pas été sanctionné. Il n'a livré personne à la CPI, il n'a livré personne à la justice ivoirienne, pour le moment livré et jugé. Mais monsieur, c'est surprenant quand même qu'un journaliste... Est-ce que la CPI a demandé à prendre un partisan de Ouattara et M. Ouattara a refusé? Ce que vous dites est grave. M. Ouattara n'a pas à prendre des citoyens ivoiriens à les livrer. La CPI a sa procédure. Il y a des noms... Laissez-moi terminer. Et la CPI a ce nom que vous pouvez nous donner? Allez-y, M. Il y a des noms de Comzone, des gens chez qui on a saisi encore il n'y a pas longtemps. Précisé d'un mot. Avec un mandat de la CPI. Les Comzone. Comzone, c'est commandant de zone. Si vous voulez que vous le précisiez. Ouais, vous voyez, donc il y a encore avec un mandat de la CPI, s'il vous plaît, M. Touré, s'il vous plaît. Il y a des noms qui ont été communiqués par la CPI à l'État. Par qui? Par un procureur à la CPI. Par quel procureur, monsieur? Vous la connaissez. Mais je ne la connais pas, mais dites-nous, on ne sait pas, dites-nous. Est-ce que vous racontez, c'est n'importe quoi, monsieur? Laissez-moi terminer. Terminez, mais dites des choses crédibles. Ça vient. Je vais vous laisser dire des choses crédibles. La réconciliation en Côte d'Ivoire n'a pas été faite. M. Ouattara est un partisan. En politique, il est un politique intérieur, c'est un partisan. Il est partisan, il ne gère pas pour l'ensemble des Ivoiriens. S'il gérait pour l'ensemble des Ivoiriens, il y aurait une justice équitable. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est évident que ce n'est pas le cas. Voilà. Et on a parlé d'Ouekoué tout à l'heure. Quand on a parlé d'Ouekoué, il y a eu des massacres. Moi, je ne parlerai pas de génocide. Génocide, c'est programmé, voilà. Et il y a eu des massacres. Il y a toujours personne n'a été arrêté, à ma connaissance, à moins que vous connaissiez les coupables. Vous savez, si on a arrêté quelqu'un pour Ouekoué... Le problème, c'est qu'Alassane Ouattara, il faut quand même rappeler, Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir avec les rebelles du Nord, avant d'être élu président. Donc, bien évidemment que ces rebelles du Nord, il y a eu des exactions graves qui ont été commises dans le Nord. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il avait dit que la justice serait vraiment impartiale et autres. Et c'est vrai que ces rebelles du Nord, ces Comzone qui ont été ciblés, dont les noms effectivement sont sortis, les gens les connaissent. Mais quand vous arrivez, vous êtes le président Alassane Ouattara, que vous êtes installé, c'est très difficile de condamner les gens qui vous ont fait roi. Vous voulez dire qu'il est encore prisonnier 5 ans après? Pardonnez-moi. Vous voulez dire qu'il est encore prisonnier 5 ans après de ses affidés, de ses aides?
des processus, il faut aussi dire, par contre, alors là, il faut dire qu'au détriment, enfin, que Laurent Gbagbo, il y avait le type d'armée qu'il y avait quand il est arrivé au pouvoir, il a fallu restructurer complètement l'armée. Il y a des 40 000 types qu'il a fallu, à travers un processus qu'on appelle de DDR, de désarmement, de les mettre dans des camps à l'intérieur. Quand j'étais en avril, il y avait encore des garnisons, il y avait encore des camps, des casernes qui étaient encore occupées par des anciens rebelles dans Abidjan. Tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Les réintégrer dans la société civile. Donc, c'est ce processus de réconciliation nationale, malheureusement, qui n'a pas été engagé, qui est un processus très long, qui concerne des dizaines de milliers de gens. Les vrais problèmes de M. Ouattara commencent maintenant, une fois qu'il est élu pour son second et dernier mandat. On ne le sait pas encore pour l'instant. Je pense qu'il sera élu. Voilà. Il va falloir qu'il se sépare de certaines brebis galeuses, des gens encombrants qui l'ont soutenu. Il va falloir également qu'il gère l'après-Ouattara. Oui, 2020. Tout à fait. Alors justement, ça m'intéresse, ça. L'après-Ouattara, pour les deux camps. Mais je dois me prononcer sur la réconciliation, parce que je n'ai pas eu la parole là-dessus. Alors allez-y, monsieur Aka. Concernant la réconciliation, M. Ouattara a eu toute la latitude. D'ailleurs, c'était l'un de ses discours, quand il a été installé. Il a dit qu'il allait réconcilier les Ivoiriens. Il a mis en place M. Bani avec la CDVR. Bon, on a vu ce que ça donnait. La commission de dialogue vérité et réconciliation. Malheureusement, ça a été un échec total. Et le problème de cet échec, c'est quoi? C'est que tu me laisses parler, s'il te plaît. Voilà, parce que quand tu parles, je t'écoute tranquillement, sans te couper. Voilà. Oui, voilà. Donc, au moins, vous vous connaissez. Voilà, non. Voilà, parce qu'il a une personnalité. Donnez pas l'impression que vous êtes une clique. Donc, je le comprends, c'est pas grave. Alors, donc, ça a été un échec. Et M. Ouattara avait l'attitude de réconcilier les Ivoiriens. Quand il y a des disputes, quand il y a des combats, c'est deux camps qui s'affrontent. Deux camps antagonistes. Et quand vous voulez réconcilier, il faut réconcilier ces deux camps. Mais le problème, c'est que, comme il a dit tout à l'heure, le journaliste là, il a ramassé... Francis, excuse-moi. Voilà. Il a pris un camp qu'il a emprisonné. Et pour certains à Abidjan, comme la première dame Simone, et dans les prisons de Côte d'Ivoire, des jeunes gens qui ont eu le malheur de soutenir l'opinion politique de Laurent Gbagbo, pour certains, qui ne sont pas jugés depuis 5 ans, qui n'ont jamais rencontré de juge. Vous voulez dire qu'ils sont toujours donc en détention préventive et qui n'ont pas été jugés. Et puis d'autres qui sont en exil et d'autres qui déportent à La Haye. Et puis il parle de réconciliation. Mais pour réconcilier, il faut bien que les camps se parlent. Et qu'on situe les responsabilités. Bon, il a parlé tout à l'heure de la CPI qui n'a pas... Mais c'est pas la peine de faire la politique de l'autruche devant le plateau de France 24. Madame, non, il n'y a pas de place pour ça. Fatou Bensouda, elle a transmis des sous-scellés à la Côte d'Ivoire et des noms circulés. Faufier, Kwaku a été cité. Son Diom a été cité. Je ne suis pas au courant. C'est facile de dire qu'on n'est pas au courant. Mais ce sont des informations que... Monsieur Touré, attendez. Monsieur Touré répond. Si vous ne voulez pas réagir pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier, il faut le reconnaître. Monsieur Touré va vous répondre. Alors, je ne suis pas au courant. Ce qu'il fait, c'est de la spéculation. La CPI est maîtresse de son agenda. Lorsque la CPI délire... Vous n'êtes pas au courant des accusations de la CPI. C'est pas sérieux. Ce que je sais, il y a 3 mandats d'arrêt. Monsieur Aka, s'il vous plaît. Il y a 3 mandats d'arrêt de la CPI qui ont été délivrés. Une contre Laurent Gbagbo, l'autre contre Blé Goudé-Charles et une autre contre Simone Gbagbo. À ce jour, je n'ai connaissance d'aucun mandat d'arrêt de la CPI délivré contre quelqu'un. Peut-être qu'il est plus informé. Mais ce que je veux dire sur la réconciliation nationale, et je suis d'accord avec M. Glaser, c'est un processus. Lorsque la Côte d'Ivoire sort de 10 années de crise, et que nous avons une crise post-électorale où il y a eu 3000 morts, on ne peut pas demander du jour au lendemain que le processus en Côte d'Ivoire aille plus loin que ça se fait de façon normale dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, au lendemain de la crise post-électorale, les violations graves des droits de l'homme, les crimes de sang, les personnes qui ont été dans le camp Gbagbo, pris en flagrant délit, ont été arrêtés, ont été mis en prison et sont en procédure judiciaire. Le président Ouattara a mis en place une commission nationale d'enquête chargée d'enquêter. Et cette commission nationale d'enquête a établi des responsabilités dans les deux camps, avec des proportions différentes. Le président Ouattara a saisi la justice ivoirienne. Et vous savez qu'il y a 2 zones qui ont été inculpées par la justice ivoirienne il y a quelques mois de cela. Et où sont-ils ? J'ai dit, ils ont été inculpés, la procédure suit son cours. Le président Ouattara a mis un point d'honneur sur la lutte contre l'impunité. Il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Afin N'Guessan, qui est candidat aujourd'hui,
est aussi le fruit de cette réconciliation nationale. Puisque Afin Guessan, lorsqu'il a été en prison, lorsque le gouvernement a soumis une requête pour la libération de certains détenus qui avaient commis des actes moins graves, Afin Guessan a bénéficié de cette mise en liberté. Afin Guessan est passé aux assises, je vous rappelle. Oui, mais il a bénéficié de l'acte de mise en liberté provisoire. Des hommes politiques, on ne les fait pas passer aux assises. Alors, messieurs... Alors, il ne sait pas ce que c'est que le droit. Non, la réconciliation, quand on fait sortir les gens de prison, par grâce présidentielle, comme vous le dites, la réconciliation ne veut pas dire impunité. Il a été jugé... Et en plus, Monsieur Aka, pour un processus de réconciliation solide et fiable, il est important que les victimes aient justice, quel que soit le lieu. Merci. Mais que ce soit dans les deux camps. Messieurs, merci beaucoup. On voit que la réconciliation en Côte d'Ivoire est encore un problème. Est en marche, oui, d'une certaine manière, clopin-clopant peut-être. Merci infiniment de nous avoir regardés et à très bientôt.